Bonjour à toutes et tous. Merci d'être présents pour cette table ronde. Nous allons parler donc de retrait-gonflement des argiles et plus particulièrement des maisons exposées à ce phénomène, de prévention et de mode de construction dans ce contexte, et en particulier en contexte de changement global. Donc, je suis Sébastien Gourdier, je suis géotechnicien à la direction risque et prévention du BRGM et je suis accompagné de Bastien Collat, qui est géotechnicien à la direction de Montpellier, de l'Occitanie, et de Farid Benjafer, directeur général de la société Géosec. Donc, rapidement pour présenter les sujets qu'on va aborder lors de cette présentation. Donc on va présenter le phénomène, les dommages qu'il cause, ses impacts, les diagnostics, et puis on va parler aussi de solutions et d'approches pour prévenir ce risque-là. Je te passe la parole, Bastien, pour présenter un peu plus en détail le phénomène. D'abord, juste pour vous présenter de quoi on parle d'un phénomène qui affecte les sols argileux principalement et certaines argiles qui sont sensibles aux variations de teneur en eau. Donc plus les sols sont humides, plus ils vont avoir tendance à gonfler, et quand ils vont se dessécher, on va avoir une tendance à la rétractation des sols, et donc on va avoir des mouvements différentiels du sol en fonction du degré d'humidité de ces argiles-là, qui vont occasionner des dommages en fait aux bâtiments essentiellement. C'est ce qui nous préoccupe aujourd'hui. Et sur une tranche superficielle, sur les 0 à 3 mètres globalement, c'est là où on va avoir ces variations de volume. Donc en fait, le phénomène, et c'est un phénomène qui va affecter ces maisons-là et qui vont être liées à la nature des argiles et aux variations en fait d'humidité qu'on va avoir. Si on regarde un petit peu dans le détail, ce schéma, il vous explique un petit peu le principe. En gros, sous l'habitation, on n'a pas de variation de teneur en eau parce que c'est protégé par la maison. Et puis dès qu'on va s'écarter de la maison, on va avoir ces fameuses variations saisonnières d'humidité qui vont engendrer des variations de volume des niveaux argileux, et du coup des déplacements sur les fondations, et du coup un désordre qui va affecter les ouvrages. On voit ici sur ce schéma que la présence d'un arbre, typiquement sur le côté d'une habitation comme ici, va faire qu'on va avoir une absorption beaucoup plus importante de l'eau dans le sol et générer un mouvement de tassement typiquement plus important de ce côté-là. Et en fait, ce qui est très néfaste pour le bâti, c'est le mouvement différentiel qu'on va avoir au niveau des fondations, et donc ces phénomènes de désordre qui vont apparaître. Si on schématise un petit peu le processus, en gros, des variations d'humidité entre 0 et 2 mètres globalement qui affectent les sols. En corrélation à ces variations d'humidité, des variations de volume de la même amplitude ou quelque chose de proportionnel à ces variations d'humidité, et des dommages en fait au bâti qui vont affecter les maisons individuelles essentiellement. Ça, c'est un phénomène qui coûte extrêmement cher à la collectivité. Je te prends la tête. Oui, donc ce phénomène-là, finalement, on en parle assez peu, enfin de plus en plus ces dernières années. C'est un phénomène qui est particulièrement coûteux pour les régimes catastrophes naturelles. Il est indemnisé au titre de la catastrophe naturelle depuis 89. Et donc le coût total cumulé depuis 89 jusqu'à 2021, c'est un peu plus de 16 milliards d'euros. Sur les 35 000 communes que compte la France métropolitaine, c'est plus de 12 000 communes qui ont été reconnues au moins une fois en état de catastrophe naturelle. Et donc, depuis 89, plus de 33 000 arrêtés qui ont été pris. Donc, ça fait qu'on a une moyenne de 2 à 3 arrêtés par commune. Le graphique que je vous montre ici, c'est le coût annuel du phénomène depuis 89. On voit bien, donc ici, l'année 2003 qui a été particulièrement coûteuse. On se souvient de la canicule de 2003, mais ça a été aussi une année de sécheresse qui a beaucoup endommagé les maisons. On voit une succession d'années sèches depuis 2016, à l'exception de 2021, et l'année 2022 qui s'annonce record. Les estimations sont entre 2 et 2,8 milliards d'euros rien que pour l'année 2022. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que
le coût moyen d'un sinistre, c'est autour de 20 000 euros. C'est le plus élevé dans les garanties dommages. C'est bien plus élevé, par exemple, qu'un sinistre moyen pour l'inondation. Donc je rappelle donc le tableau que j'affiche ici. C'est écrit petit, mais en gros, c'est sur les 20 événements de catastrophes naturelles les plus coûteux. Donc dans les 10 premiers, 6 sont des sécheresses et fort probablement, quand on va intégrer l'année 2022, on aura 7 événements sécheresse parmi les 10 les plus coûteux. Et donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour le régime des catastrophes naturelles, c'est le deuxième poste d'indemnisation depuis 89. Sauf que si on se restreint à la période 2011-2021, le RGA est passé en tête devant les inondations. Donc, le BRGM a travaillé à la cartographie de l'exposition du territoire à ce phénomène. Et donc, pour résumer, la moitié du territoire métropolitain est classé en niveau moyen ou fort. Le parc de maisons individuelles en France, c'est 20 millions de maisons individuelles. Et donc, on en a la moitié qui est située en zone moyen à fort. Et si on ne compte que la zone de niveau de risque fort, c'est une maison sur 6, donc plus de 3 millions de maisons individuelles. Alors, pour continuer, en fait, l'idée, c'est de voir un petit peu la répartition de toutes les arrêtés catastrophes naturelles au niveau national. Donc, c'est tous les petits points verts ici que vous allez retrouver sombre, marron, là. Et quand on regarde, quand on repart ces reconnaissances par commune avec la carte géologique de la France, qui est la carte au millionième ici, on se rend compte qu'en fait, il y a une vraie corrélation en fait entre la géologie profonde et les désordres liés au retrait-gonflement des sols argileux. Ça nous a incité et ça veut dire vraiment que dans la prévention, cette donnée géologique, elle devient prépondérante et il faut vraiment la prendre en compte de façon à avoir quelque chose de pertinent, on va dire. Ce phénomène-là, il occasionne des dommages qui sont relativement importants. Alors là, on va vous montrer quelques exemples de désordres aux habitations. Alors ça affecte les structures, hein, le gros œuvre évidemment, avec des fissures qui affectent les extérieurs et également les intérieurs. On va voir ici, là, à l'intérieur des habitations. Donc ça, ce sont des désordres liés au phénomène de retrait-gonflement. On n'est pas sur un glissement de terrain ou suite à un séisme. C'est vraiment du phénomène uniquement lié au tassement et au gonflement des sols suite aux périodes d'humidité sécheresse. On a encore quelques exemples qui sont assez parlants, avec ici des grandes fissures qui affectent les bâtiments, principalement depuis les ouvrants, hein, mais pas que. Donc on a ici des exemples multiples. Et puis ça affecte les maisons individuelles, mais pas que. Là, il y a quelques exemples ici sur les routes notamment, où petit à petit, il y a une prise de conscience qui se fait. Et au niveau des chaussées, on a aussi des désordres. Alors ça se manifeste essentiellement par les grandes fissures longitudinales. Là, il y a un exemple dans le sud de la France, hein, dans le Vaucluse. Et là, on est à Madagascar, mais il faut avoir un autre cas. Et puis, un exemple un peu emblématique hein, de phénomène de retrait-gonflement. Là, on est à Dakar, au Sénégal, avec des désordres qui laissent penser à l'équivalent d'un tremblement de terre, en fait. Hein. Donc, c'est vraiment des choses qui affectent l'intégrité structurelle des bâtiments. Donc après, une fois qu'on a fait ce constat sur les dommages et les impacts, l'idée, c'est de dire et d'avancer sur comment on va diagnostiquer ces phénomènes de retrait-gonflement. Donc, il y a un certain nombre de choses qui existent et des méthodes. On ne va pas rentrer dedans, mais c'est pour que vous ayez l'information. Il y a des méthodologies pour qualifier un site, en fait. Est-ce qu'il est oui ou non sensible à ce phénomène de retrait-gonflement et dans quelle proportion? Parce que, évidemment, en fonction de la gravité de l'agression en fait, qu'on va avoir sur le bâti, les solutions de réponse vont être éminemment différentes. Donc la première chose à faire, c'est la fissuration, dont je vous ai fait voir quelques exemples. Donc là, on illustre un petit peu avec ces schémas-là l'analyse de la fissuration des bâtis, notamment, qui nous permettent de déduire les mouvements du sol, en fait. C'est-à-dire qu'en fonction du type de fissure qu'on va pouvoir observer, on va être en capacité de définir quel type de mouvement affecte le bâtiment. Ça, c'est une première piste d'indice. Ensuite, évidemment, on a dit que c'était la géologie qui était fortement responsable, on va dire, hein, du phénomène. Donc, on va
faire des études géologiques et géotechniques. Donc là, on va passer par du terrain, on y revient toujours, mais il faut voir les sols, il faut les prélever, les analyser. Donc c'est des sondages, etc., des essais de laboratoire pour qualifier le potentiel de retrait-gonflement des sols au niveau de l'assise des fondations. Ça, c'est la chose essentielle. Donc ça se fait sur le terrain. Et ensuite, on a aussi des méthodes de reconnaissance au niveau des fondations spécifiquement. Donc il faut venir voir à l'assise des fondations qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on est sur un matériau argileux, homogène, hétérogène, etc. Et puis des techniques un peu particulières avec des carottages sous la maison, parce que aussi c'est intéressant de voir ce qui se passe quand on ne voit rien en fait. Et pour faire la transition, il faut bien se rappeler que les études géotechniques destructives permettent d'avoir une visibilité, mais ça reste souvent des reconnaissances qui sont ponctuelles. On a un exemple là avec un sondage qui est fait, on a une bonne information, on est content, mais si on tape à côté de la zone où il y a une discontinuité, une hétérogénéité, on se trompe. Du coup, les méthodes en fait incitatives, c'est d'essayer d'avoir une spatialisation en fait du sous-sol au droit des habitations. Et pour ça, il y a des techniques, et notamment les techniques géophysiques qui peuvent être développées. Effectivement, donc on voit bien qu'on est sur un phénomène dit silencieux. Autant on voit d'autres catastrophes naturelles, on voit la grêle, elle laisse des traces, les inondations, ça laisse des traces, mais la sécheresse, c'est un phénomène silencieux. Silencieux puisqu'il affecte le sol. Ce sol-là est un élément hétérogène, donc comme on a dit tout à l'heure, les investigations géotechniques sont très très ponctuelles, elles sont précises, mais elles ne permettent pas d'avoir les résultats entre deux sondages. D'où l'importance d'avoir des reconnaissances pluridisciplinaires et de faire de bonnes analyses des lésions, c'est-à-dire des fissures, parce qu'elles nous permettent de voir, c'est des symptômes qui nous permettent de localiser, mais ne nous permettent pas de comprendre ce qui est sous le sol. L'idée donc, c'est d'avoir vraiment travaillé avec de la géophysique qui va nous permettre... Donc déjà, il faut faire un relevé de toutes les fissures, essayer de comprendre ce qui se passe sur la structure. Ensuite, vous avez déterminé les causes, parce qu'il y a aussi tout l'environnement. Tout à l'heure, Bastien a parlé des arbres. Ça peut être aussi l'écoulement des tuyaux, les fuites d'eau, le fait que le terrain soit en pente. Tous ces facteurs, l'un avec l'autre, composent ou un degré de sensibilité d'une maison à une autre. C'est-à-dire qu'entre deux voisins, il peut y avoir une réaction du bâtiment complètement différente. Ça dépend de ce que la maison, comment elle est entourée. Les affaissements aussi, donc il faut voir quel type d'affaissement c'est. Est-ce que c'est localisé? Est-ce que c'est hétérogène? On parle aussi des matériaux. Il faut savoir, il faut connaître la maison. Est-ce qu'elle est faite en pierre? Est-ce que c'est du parpaing? Est-ce que c'est du béton? Les réactions et les fissures sont totalement différentes. Donc vous voyez qu'on est en train on vacille entre la structure et le sol. D'où la complexité de ce phénomène qu'il faut bien comprendre. Il est important aussi d'avoir des contrôles, donc des diagnostics. D'où l'utilisation, en tout cas par Géosec, d'investigations géophysiques. Depuis tout à l'heure, on parle de lésions, on parle de sol, mais est-ce que c'est possible? Il y a des outils scientifiques, qui est la géophysique, qui nous permet d'avoir une image en 3D de la réaction du sol, des comportements du sol et de la composition du sol. La géophysique qu'on utilise, c'est la tomographie de résistivité électrique 3D. Donc, c'est pour simplifier, on envoie des ondes électriques et on voit le comportement des ondes électriques dans le sol. En sachant que ces fissures-là sont venues de la sécheresse, et qui dit sécheresse dit manque d'eau dans des argiles, et qui dit manque d'eau dit porosité. Et l'électricité a un comportement complètement opposé quand il y a de l'eau, donc elle passe vite, logiquement, et quand il y a de l'air, donc de la porosité, elle a du mal à passer. Donc c'est cette lecture-là qui nous permet un peu de définir ce qui se passe dans le sol. Ça nous permet aussi de détecter l'hétérogénéité du sol. Le sol est de facto très très hétérogène.
La tomographie nous permet aussi d'avoir des images et des informations non destructives, non invasives, sous les murs porteurs, les fameux murs qui sont au milieu de la maison. Donc vous imaginez que c'est les grosses machines qu'on a fait tout à l'heure, on ne peut pas les faire entrer dans les salons et dans les cuisines. Donc la tomographie de résistivité électrique a cet avantage d'être très peu invasive et de nous permettre d'aller chercher des informations sans excavation. Ça nous permet aussi de faire une corrélation, voir l'ensemble du sol et faire des corrélations avec les investigations qu'on a fait tout à l'heure, ce qu'on appelle, on peut être, là vous avez à droite un schéma de pénétromètre, c'est une façon de mesurer la capacité portante du sol, on peut les intégrer dedans pour avoir des corrélations et mieux comprendre ces fameuses fissures qui sont apparues. Donc ça sera une première fois qu'on a la cause et on a l'image de l'effet. Là, je passe la parole à Bastien. Oui, après l'idée en fait, c'est de dire une fois qu'on a fait ces constats, qu'on a fait ces choses, quelles sont les solutions qui peuvent être mises en œuvre pour limiter ou s'affranchir du phénomène de retrait-gonflement. Donc là, on a une série de 4 grandes approches qui sont intéressantes. Soit on s'intéresse à l'environnement général du bâti, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc là, on va plutôt travailler sur les facteurs environnementaux. Donc là, on sait que la végétation, on en a parlé. Qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter l'impact de la végétation sur une habitation? Alors ça va être un écran anti-racine. Attention, il n'y a plus de... Un écran... Alors, hop. Un écran anti-racine, ça peut être un réseau de gouttières qui est dysfonctionnant. À ce moment-là, il faut canaliser les eaux, les évacuer loin de la maison, effectuer du drainage, etc. On va avoir une deuxième classe. Vas-y, un petit peu. Hop, ça marche pas là. Une deuxième classe qui est, on laisse tomber les facteurs environnementaux, on s'attaque plutôt au bâti lui-même, c'est-à-dire la structure. On va chercher à renforcer la structure. Donc là, ça va être de renforcer les chaînages, renforcer le système de fondation. Ça va être des choses qui vont être le traitement des fissures. Vous avez vu sur les photos, des fois, ce qu'on appelle de l'agrafage de fissures. On vient renforcer les fissures pour limiter le désordre. Ensuite, on peut s'attaquer aussi à la sous-structure, c'est-à-dire les fondations. Puisqu'on sait que la cause vient de là, on peut aussi travailler sur les fondations elles-mêmes. Donc on change de système de fondation. On dit on va faire des systèmes de fondation plus profonds qui vont s'affranchir de ces argiles-là qui sont néfastes et qui ont un phénomène de retrait-gonflement. La solution de micropieux, si vous avez entendu parler, est une des solutions qui peut être mise en œuvre pour s'affranchir du phénomène. Et puis en dernier lieu, on peut aussi agir directement à la cause, c'est-à-dire sur le sol. Donc là, on dit on va changer les propriétés du sol et limiter en fait les variations d'humidité potentielle dans le sol. Donc ça se fait par la surface, via un trottoir, etc. Mais on peut aussi aller directement agir sur le sol. Et c'est l'objet de la méthode développée par Geosec notamment. Donc là, effectivement, l'idée c'est de changer le sol ou de s'affranchir. C'est-à-dire, tout à l'heure, on a parlé de cette fameuse frange de 2,50 m, 3 mètres qui est impactée par la sécheresse. Donc on peut la dépasser par de nouvelles fondations. Sinon, on peut aussi traiter le sol. Le traitement de ce sol peut se faire par des méthodes d'injection de résine expansive sous contrôle géophysique. Ça peut aussi se faire aussi par la méthode grande fixe, c'est des micropieux foncés, métalliques. L'idée vraiment c'est de bien diagnostiquer, c'est-à-dire que un chargé d'affaires doit se déplacer pour une visite technique pour voir un petit peu ce qui se passe, l'environnement, voir un peu les lésions et comprendre. Ensuite, il doit analyser toute cette configuration. Ensuite, il va rechercher les causes de ce dommage. Ces recherches peuvent être faites soit visuellement, puisqu'on essaie de voir s'il y a des arbres, s'il y a des pentes, s'il y a de l'eau. On peut aussi aller chercher un peu plus avec ces fameuses études de sol. Et ensuite, on définit un plan d'intervention qui est définir la zone d'intervention déjà et la profondeur d'injection et de traitement de sol. Ensuite, pendant les injections, on va surveiller tout ça avec des exécutions de contrôle qui peuvent être des contrôles continus
Donc la tomographie électrique, l'image 3D qu'on a vue, elle sera continue, c'est-à-dire on va répéter les mesures pour voir le changement. Et finalement, valider et donner une garantie décennale sur ces travaux. Là, nous allons voir plus précisément la consolidation des sols avec toutes ces étapes. Donc, on pourrait... L'affaissement de sol, donc Geosec a développé ce système d'injection de résine expansive sous le sol qui utilise de l'injection, même en profondeur. Et donc on voit, c'est des petits percements. Donc ça, c'est l'avantage de cette technique. C'est très très peu invasive. La résine est un liquide qui va gonfler dans le sol. L'idée, c'est le fait qu'il gonfle, va compacter le sol et réduire la porosité. Donc réduire ce phénomène d'éponge. Puisque l'argile va prendre, c'est ça qui crée les mouvements, hein. Donc l'argile va prendre de l'eau, le garder, ensuite quand il y a des périodes sèches, par évaporation, elle va perdre de l'eau et forcément elle va se rétracter comme une éponge. Pendant les injections, cette imagerie 3D va rester, le contrôle va rester, il est continu, et on va surveiller petit à petit l'évolution et le changement. On va mixer ça aussi avec des injections, des mesures pénétrométriques. Donc le but c'est vraiment étape par étape, injecter, traiter et surveiller le sol. Les produits, donc c'est des produits gonflants, hein, c'est des bicomposants. Ils permettent de consolider le sol, de remplir les vides, de soulever des fois, par exemple les dallages, des choses légères, et surtout d'homogénéiser le sol. Tout à l'heure, on a vu les images où il y avait des couleurs différentes. Ça veut dire que le sol est hétérogène. Et les fissures, tout à l'heure, on a vu aussi que les fissures, des fois, étaient en escalier sur les angles. Donc l'idée aussi, c'est d'homogénéiser ce sol. On a aussi le comportement de ces résines qui peut être différent. Plus on a de la porosité, plus les résines se diffusent. Ici, vous avez un exemple, un test site qu'on a fait. Vous voyez le comportement de la résine. Donc, c'est très, très aléatoire. D'où l'importance de cette imagerie en 3D. On ne peut pas s'imaginer injecter sans voir ce qui se passe. Puisque vous voyez, le comportement et la dispersion de la résine dans le sol, elle est très, très aléatoire et on ne peut pas la définir à la base. Donc, cette continuité est très, très importante. Alors un autre volet important en fait de la gestion du risque retrait-gonflement, c'est la prévention. La prévention pour ne pas construire dans des zones entre guillemets dangereuses pour les habitations et donc d'être capable d'adapter les systèmes de fondation, les structures des bâtiments, les environnements au type de sol qu'on va rencontrer à tel ou tel endroit. Donc sur ce travail de prévention, un des outils, c'est la cartographie et en particulier la carte d'exposition. La carte d'exposition a été réalisée par le BRGM en 2019 pour accompagner la loi Elan. La loi Elan, l'article 68 de la loi Elan impose des diagnostics de sol à la vente d'un terrain constructible situé dans des zones d'exposition moyenne et forte. Donc sur cette carte-là, c'est ce qu'on voit en orange et en rouge. Ça représente, on l'a vu tout à l'heure, 48% du territoire. Mais c'est aussi la rétroanalyse qu'on a pu faire sur la sinistralité passée, c'est 48% du territoire, les zones moyennes et fortes, c'est 93% de la sinistralité enregistrée entre 89 et 2017. Donc voilà, ça c'est un des outils. Et donc on l'a vu tout à l'heure, qu'il y avait une forte corrélation entre la géologie et la localisation des sinistres et des communes reconnues CatNat. Donc ce travail de cartographie a été réalisé, c'est un long programme de cartographie qui a été réalisé sur 10 ans pour caractériser toutes les formations argileuses, pour pouvoir les qualifier selon différents critères pour, au final, donner ce zonage de l'exposition. Un autre outil
de la prévention. Juste une chose. Cette carte, ce qui est important de rappeler, c'est qu'elle est disponible, elle est accessible au public sur le site Géorisque du ministère de l'Écologie. Un autre outil de la prévention qui avait été mis en place avant la loi Elan, c'est le plan de prévention des risques. Donc il y a autour de 2000 communes qui se sont dotées d'un plan de prévention des risques. Et donc chaque commune a un zonage du risque avec deux niveaux et associé à ce zonage un règlement. Donc avec certaines obligations associées aux différents niveaux de risque du plan de prévention. Oui, alors le principe du plan de prévention des risques, c'est qu'on peut appliquer de façon forfaitaire un certain nombre de mesures dans les zones qui sont identifiées comme sujettes au phénomène. Et là, ce qui est rassemblé sur ce schéma, en fait, c'est un petit peu le package idéal des choses qu'il faudrait mettre en œuvre pour s'affranchir du phénomène de retrait-gonflement pour des habitations individuelles. Donc on retrouve l'histoire de la gestion des eaux liées à la végétation. Alors la présence d'écrans anti-racines, une solution pertinente, l'élagage évidemment. On va aussi avoir toute la gestion des eaux autour du bâtiment, donc éloigner les eaux de ruissellement, étanchéifier si possible la périphérie de l'habitation. Vous allez avoir le renforcement de la structure, le renforcement des chaînages notamment, créer des joints de rupture entre des zones de chargement différenciées, la maîtrise des eaux pluviales, et puis éviter le drainage. Après, il y a aussi quelque chose sur les fondations, puisqu'on a dit que c'était les variations d'humidité, de teneur en eau dans les sols, elle est plus forte en surface qu'en profondeur. Une solution assez élégante, c'est de dire on va descendre un petit peu plus les fondations. Du coup, on va s'affranchir des grosses variations de volume des argiles. Voilà. Donc là, vous avez un petit peu le package, et puis le ministère a élaboré un guide en fait qui rassemble tout un tas de fiches pratiques pour la construction. Donc ça aussi, c'est des éléments qui sont consultables en ligne et qu'on peut récupérer de façon pertinente. Donc vous voyez que il y a des gestes très très simples qui peuvent préserver la maison de chacun. On peut les appliquer, c'est simple. Il faut juste vérifier qu'il n'y a pas d'eau qui coule au pied de vos fondations, que le système de drainage est bon, que mettre des trottoirs tout autour, éloigner les arbres ou sinon faire des barrières. Donc c'est des gestes très très simples. Il y a aussi ça c'est pour les maisons existantes, mais la loi Elan est là aussi pour les maisons qui vont être on va dire construite. Et là, la loi Elan exige une étude de sol, comme a dit mes collègues. Et l'idée, c'est vraiment de faire prendre conscience de ceux qui construisent, de mieux connaître leur sol, pour l'adapter, pour adapter les fondations, pour adapter leur maison. On peut aussi dire qu'il y a aussi des solutions, comme la société Géosec est là depuis un certain temps et elle essaie d'innover sur certaines choses. Alors on l'a vu au début de cette présentation, le retrait-gonflement des argiles, il y a un déclencheur météorologique qui est fort. Et donc dans un contexte de changement climatique, à quoi on peut s'attendre en termes de sécheresse géotechnique ? Alors, c'est des choses qui ont été explorées déjà il y a plus de 10 ans et qu'on continue de regarder sur la base de projections climatiques qui sont faites par le GIEC. Il y a eu des modélisations, des simulations, des projections climatiques sur la sécheresse géotechnique. Et donc, les projections, alors selon les différents scénarios, les probabilités sont un petit peu différentes, mais en gros, ce à quoi il faut s'attendre, c'est à une augmentation de la fréquence de ces épisodes de sécheresse, à une augmentation de leur intensité, et puis le fait aussi que cette sécheresse géotechnique, elle va gagner des régions qui étaient relativement épargnées jusque-là. Il y a eu des estimations qui ont été faites qui ont montré que un événement comme celui de 2003, qui jusque-là, avant 2022, était l'événement de référence, un événement 2023, ça pourrait être d'ici 2050, ça deviendrait à une fréquence de 1 année sur 3, et à 2080, 1 année sur 2, et puis à horizon 2100, fin de siècle, on serait
presque à 2 années sur 3 de ce type-là. Donc on a fait différentes... sur la base de ces simulations, on a essayé d'évaluer quel pouvait être le coût engendré par ce changement climatique sur le phénomène, et on a des facteurs 2 par rapport au coût actuel sur une projection 2100. Voilà, pour terminer, on va vous parler un petit peu des choses un peu innovantes qui pourraient se développer autour du phénomène de retrait-gonflement, et notamment d'un projet de recherche collaborative qui a été mené avec Géosect et la société Predict et le BRGM pour le compte de la région Occitanie et avec le support de l'Union européenne. C'est ViséGéo, Vigilance Sécheresse Géotechnique en fait, avec l'idée en fait de bâtir quelque chose sur la prévention du risque retrait-gonflement en le gérant un petit peu comme un autre aléa naturel, avec des systèmes de montée en puissance des solutions qui pourraient être mises en place au cours du temps. Donc l'idée, c'est de dire, on va aborder un petit peu les choses différemment. On va dire, attention, le phénomène de retrait est engagé, il va se poursuivre dans les mois à venir, avec des prédictions qu'on peut avoir sur l'indice d'humidité des sols notamment. Et du coup, il serait bon que vous engagiez des choses, traitements tels qu'on a pu voir, préventifs, pour limiter l'ampleur du phénomène dans les mois à venir. Et du coup, l'idée, ça a été de dire, on va se recentrer sur une approche un peu géotechnique du phénomène et de quantifier en fait les variations de volume du sol, mais de façon spatiale et de façon temporelle, l'évolution du tassement au cours du temps, en fait. C'est ça l'idée. Et ça nous a amené en fait à produire une cartographie de pseudo-tassement, on a appelé ça comme ça, qui est spatialisée à l'échelle de la région Occitanie et qui est en fait une variation du volume du sol qui est évaluée en temps réel, je dirais, mois par mois, au fur et à mesure où en fait on a ce phénomène d'évapotranspiration qui se manifeste. Donc si on fait ces simulations, là on a fait l'exemple sur 2001-2003. Tu peux me passer juste. Voilà, on va voir qu'en fait on va avoir des communes qui au cours du temps, là on est en janvier, février, mars, etc. Et à l'automne, ça tout devient vert et en fait dès qu'on rentre dans les périodes de sécheresse, on a un certain nombre de critères de communes qui s'allument pour lesquelles quelque part le tassement qui va être généré devient plus acceptable pour les habitations. En tout cas avec des périodes de retour qui dépassent les 25 ans. Et ça c'est assez intéressant parce qu'on note que d'une année à l'autre, sur des mêmes territoires, on n'a pas du tout les mêmes comportements. Donc on a vu d'un côté une carte d'exposition qui prend en compte quelque chose de figé en fait à l'échelle du temps, ce qu'on appelle la susceptibilité. Et puis là on a introduit le déclencheur, la sécheresse, et on voit que d'une commune à une autre, ça change d'une année à l'autre. Et ça c'est vraiment quelque chose d'assez nouveau et qui est un des apports du projet. Donc l'idée c'est de dire maintenant, avec de la prévision, on devrait pouvoir dire aux gens, attention, ou aux collectivités, attention dans votre commune, il va se passer ça cette année, en tout cas on est sur la mauvaise pente, s'il pleut pas, évidemment. Et là vous avez un exemple, c'est sur la fameuse année 2003 en fait, où on a la cartographie mois par mois de toutes les communes qui s'allument. Et en face vous avez la base de sinistres en fait qui est recensée à l'échelle de la région. Et on est assez satisfait des résultats. On a des très bonnes corrélations en fait entre ce qui est calculé entre guillemets, modélisé, et la réalité qui est en fait les sinistres observés. Donc ça c'est les choses qui sont intéressantes. Donc l'idée de ça, une fois qu'on a cette valorisation cartographique, c'est d'aboutir à un catalogue de mesures préventives qui seraient à mettre en œuvre. Alors essentiellement à l'échelle des particuliers parce que ça touche les maisons individuelles. Donc voilà. Donc qui reprend un petit peu, pardon, tous les aspects typologie, impact, efficacité et qui peut faire et combien ça coûte. Ce qui est important. Alors, les perspectives qu'on a pu dégager sur ce projet, elles sont nombreuses. Et donc, par rapport à ce qui a été fait, on en a parlé tout à l'heure. Et ce qu'on voudrait faire, c'est intégrer dans ces cartographies les facteurs environnementaux. On a parlé de la végétation, de la topographie, etc. C'est des exemples. Ce qui serait intéressant aussi, c'est la valorisation des nouvelles technologies pour quantifier le phénomène. Donc, on pense par exemple à la télédétection, aux données satellites qui mesurent les déplacements du sol.
Un autre levier d'action, c'est la réduction de la vulnérabilité. Quelles actions on peut entreprendre pour réduire la vulnérabilité du bâtiment dans son contexte, sur son sol argileux, dans son environnement. Et puis une autre étape serait aussi d'engager toute une réflexion sur l'adaptation du bâti, l'adaptabilité dans le contexte de changement climatique, de changement global qu'on connaît. Parce que, par exemple, il y a une chose dont on a parlé, on a dit les bâtiments, suite à une sécheresse, on a l'apparition de fissures. Et là, on a une sécheresse, la 2003 par exemple, c'est une sécheresse qui était exceptionnelle. On dit dans 50 ans, la 2003 va être le récurrent, puisqu'on va l'avoir quasi tous les ans. Ce qu'on commence à noter, c'est que en fait, la fissuration du bâti, elle est aussi liée à une fatigue des matériaux. C'est-à-dire que la répétition des cycles sécheresse-humidité vont faire qu'on va avoir un endommagement croissant du bâtiment au cours du temps, au fil des cycles de sécheresse. Donc si aujourd'hui on a une sécheresse critique tous les 10 ans, finalement il faudra 30 ans pour que la maison s'abîme vraiment, ou en tout cas encaisse les dommages. Si dans 50 ans on a la sécheresse critique tous les ans, en 3 ans ça sera fini. Donc en fait, on va vraiment devoir anticiper ça de façon très claire, parce qu'on a vu que c'est quand même plus de 10 millions de maisons individuelles, donc c'est pas rien à l'échelle du territoire national. Et il y a quelque chose à engager pour cette réduction de vulnérabilité vraiment à l'échelle du territoire. Oui. Bon, c'est pour terminer. En fait, l'idée, c'est de savoir qu'il y a énormément de littérature évidemment sur le sujet, et notamment ces 3 guides qui existent, qui sont aussi accessibles en ligne sans aucun problème. Donc c'est des guides qui ont été réalisés dans le cadre de programmes de recherche ANR interdisciplinaires, ça c'est important, avec à la fois des gens du monde de la construction, de la géologie, de la géotechnique, mais aussi les assureurs qui étaient rassemblés. Et du bâtiment aussi. Et du bâtiment. Donc 3 grands guides, un guide sur la caractérisation du site, un guide sur la protection de la maison et un guide sur l'analyse et traitement des désordres liés à la sécheresse. Donc là, vous avez un condensé dans ces 3 ouvrages de l'état de la connaissance en 2010, grosso modo, 2010. 2013-14. 2013-14, voilà. Donc il y a 10 ans, c'est un peu dommage, mais parce que depuis, on voit avec les travaux de Geosec, il y a énormément de choses qui se développent autour du thème, au regard notamment des enjeux économiques qu'il y a derrière, on l'a vu. Donc on voit bien qu'on s'intéresse beaucoup avec ces trois ouvrages, ces 3 documents au bâtiment. On essaye de changer avec la loi Elan de la méthode de construire, on essaye de prévenir tout ça. Et on a vu aussi que le BRGM a réalisé cette carte avec les différentes couleurs, différentes sensibilités par rapport au retrait gonflement des argiles. Donc l'idée de Geosec qui aujourd'hui, après 20 ans d'expérience dans ce domaine, et plus de 20 000 interventions en Europe et plus de 15 millions d'essais, c'est-à-dire des tomographies qu'on répète et les tests pénétrométriques qu'on fait, et sa force de collaborateurs, de plus de 250 collaborateurs. On a essayé d'innover et on voulait finir quand même, on est en train de parler de quelque chose de lourd. Il ne faut pas oublier que ces 10 millions de maisons, il y a des personnes dedans et ils sont très très stressés. C'est une charge mentale dessus. Donc on voulait finir avec cette petite slide un peu qui va détendre tout le monde. En tout cas, on voulait vous dire que Geosec a développé une méthode qui s'appelle Sargar, qui est un système d'atténuation du fameux retrait gonflement des argiles. Donc vous avez, on va avoir peut-être cette carte qui est avec des aléas moyens, faibles et forts. En injectant de ce produit, cette nouvelle technique, on va réduire cette sensibilité. Donc c'est bien, là on aura tout le package. C'est-à-dire on a des ouvrages qui sont réfléchis, des constructions nouvelles qui sont adaptées au sol et un sol qui sera moins sensible. On a encore un petit temps pour les questions, donc c'est très bien. S'il y a quelques questions dans l'Assemblée. Désolée, je suis arrivée en retard, donc je ne sais pas si vous avez mentionné ça au début, mais
pour combien ça coûte toute la prévention, parce que c'est vrai que vous avez développé ça, qu'il a la connaissance, l'expérience de 20 ans, mais après les coûts pour les mettre en place, l'assurance paye une fois qu'il y a les dégâts, mais la prévention n'est pas couverte. Et donc quand on parle de cette prévention, c'est quoi les coûts pour commencer à peut-être qu'ils soient réels, que les particuliers peuvent les mettre en place? Alors, on dit bien mieux vaut prévenir que guérir. Donc déjà, la prévention coûte moins cher que la réparation. Puisque la réparation, au-delà, des fois ça dépasse. C'est-à-dire que si vous avez une maison fissurée, vous allez forcément devoir intervenir, comme on a dit, sur le sol, mais vous devez fermer la fissure, refaire de la peinture, vous voyez, donc il y a un enchaînement de choses. Aujourd'hui, la prévention, tout de suite, je ne pourrais pas vous donner des chiffres, hein, mais dommage qu'aujourd'hui, il devait avoir un acteur des assurances. Lui, je pense, serait plus à même de répondre sur des chiffres pareils. Il y a une chose quand même qui est importante, c'est bien d'avoir en tête, on vous a parlé d'un coût moyen des sinistres de l'ordre de 20 000 euros en fait, sur une habitation. C'est un coût moyen. Parce que là-dedans, il y a l'agrafage, quand on vient réparer des fissures, refaire un enduit, on peut le refaire venir tous les 5 ans. Ça va coûter pas très cher, je dirais quelques milliers d'euros, 2 000 euros, 3 000 euros. La réfection des fondations d'une habitation par système de micropieux, c'est 100 000 euros. Donc c'est le prix de la maison en fait, à peu de choses près. D'accord ? Donc la prévention, il y a des mesures simples. On parle d'élagage. Élagage. Mettre un écran anti-racine, ça c'est moins de 2 000 euros. Si on veut dire un trottoir périphérique, une géomembrane, c'est moins de 2 000 euros. Si on se rapporte au coût réel en fait, de reprise en sous-œuvre de 100 000 euros, évidemment qu'on est gagnant. Alors, on ne va pas aller faire de la prévention dans toutes les habitations de France. L'idée de cette carte, c'est aussi de cibler, de dire, voilà, commençons par les 1,1 million d'habitats, de gens, en fait, qui sont touchés dans les zones rouges, dans les zones fortes, en fait, de risque fort, d'exposition forte. Ces gens-là doivent faire la prévention, parce que derrière, le gain, il est énorme. Alors, pour l'instant, le régime des catastrophes naturelles, il indemnise le sinistre, mais la prévention, elle n'est pas prise en charge. Mais avec une année 2022 comme on a connu, je sais que les compagnies d'assurance réfléchissent à une façon de financer cette prévention, parce qu'elles se rendent bien compte que ça leur coûterait moins cher que d'indemniser. Là, on a parlé pour 2022, les estimations au-delà de 2,5 milliards d'euros. Donc le retrait gonflement d'énergie représente un coût certain pour les assureurs, et ils commencent à réfléchir, comme ils l'ont fait pour les inondations, à financer des travaux de prévention. En fait, c'est ça. Il faut imaginer ce phénomène et ce risque comme les autres aléas naturels, en fait. C'est-à-dire que pour la prévention des inondations, évidemment que ce cercle vertueux de la vigilance, de la connaissance, de la surveillance, de l'alerte permet de mettre les choses et les gens en sécurité. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que ça puisse être transposé à un phénomène comme le retrait gonflement, puisqu'on sait qu'il y a des choses qui ne coûtent pas forcément très cher, qu'on peut mettre en œuvre à l'échelle de l'habitat individuel. Donc là, j'imagine que les assureurs suivront ce genre de démarche. Bonjour. Lors de votre intervention, vous êtes focalisé surtout avec l'argile. Je voudrais savoir si l'injection de liquide par la polymérie, est-ce qu'elle est adaptée par exemple aux autres sols qui sont des sols mauvais, comme le sable? Est-ce que l'injection par la polymérie est adaptée à ce type de sol? Alors effectivement, aujourd'hui on a parlé du phénomène de retrait-gonflement des argiles, donc on s'est concentré sur ça. Mais oui, il y a d'autres phénomènes tout simples, hein, où l'injection de résine, son rôle c'est de compacter le sol, remplir les vides et augmenter les capacités portantes. Donc la réponse est oui. Donc c'est pas spécialement pour l'argile? Non, c'est pas du tout. Ce n'est pas spécialement pour l'argile, mais l'actualité fait que les zones argileuses, il y a un intérêt à en parler comme aujourd'hui et à s'y intéresser et à faire de la recherche et développement dans ce sens.
Ok, merci beaucoup. Ben, merci beaucoup. Merci.